Italie 1944. Les Alliés tentent de soustraire l'Italie au contrôle allemand. Mais l'ennemi transforme les collines et les montagnes en forteresses. Les Allemands étaient toujours positionnés plus haut que nous. Ils nous voyaient venir. L'embuscade est dressée. Les soldats allemands aguerris attendent le passage des Alliés. On attendait qu'ils se rapprochent. Quand ils étaient assez près, on ouvrait le feu. Les soldats canadiens combattent les Allemands près des rivières, dans les vallées et à flanc de montagne. Ils contrôlaient l'Italie, il fallait faire de notre mieux pour les chasser de là. C'était leurs chars contre les nôtres. Les blindés canadiens et allemands s'affrontent lors de la campagne d'Italie. L'Italie d'aujourd'hui est sublime et sereine. Elle a pourtant été le théâtre de nombreux combats tout au long de son histoire. Le général carthaginois Hannibal, Attila le Hun, Napoléon Bonaparte et bien d'autres ont livré bataille ici pour imposer leur suprématie sur la mer Méditerranée. L'Italie est, en quelque sorte, un pont qui relie les trois continents. Tous les grands empires établis aux abords de la Méditerranée ont tenté de s'emparer de la péninsule italienne. La plus violente et la plus désespérée de ces batailles fut celle qui opposa les Alliés aux Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Le 10 juillet 1943, des milliers de soldats canadiens débarquent près de Pachino, sur la côte sud-est de l'île de la Sicile, en appui aux forces d'invasion des Alliés. Les Alliés s'emparent de la Sicile en seulement 6 semaines. Le 3 septembre, ils poursuivent l'invasion vers l'Italie continentale. 5 jours plus tard, le 8 septembre 1943, l'Italie capitule. La chute du gouvernement fasciste en Italie a mené au retrait des forces armées italiennes de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne n'avait plus que ses propres forces navales, aériennes et terrestres pour défendre la côte sud de l'Europe. À la surprise générale, l'ancien allié de l'Italie, l'Allemagne nazie, décide d'occuper l'Italie. Ils ont déployé 60 de leurs meilleures divisions vers la côte sud de l'Europe. Ils voulaient empêcher les Alliés d'attaquer l'Allemagne par le sud. En peu de temps, les soldats allemands aguerris et bien outillés réalisent qu'ils disposent d'un nouvel allié imposant et indispensable, le paysage italien. La péninsule italienne est traversée du nord au sud par une chaîne de montagnes, les Apennins. Les Apennins s'étendent aussi parfois vers les côtes est et ouest de la péninsule, créant ainsi un parcours d'obstacles qui s'étend sur des milliers de kilomètres à travers les vallées étroites, les collines escarpées et les innombrables ruisseaux et rivières. C'était pénible d'avoir à traverser une rivière tous les 5 kilomètres. C'était le pire type de terrain pour tous les chars d'assaut. Mais il fallait faire du mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Les Allemands exploitent chaque particularité du terrain pour bâtir de nombreuses lignes de défense, transformant ainsi plus de 1000 kilomètres de montagnes, de rivières, de collines rocheuses et de marécages en un immense champ de bataille. Les Allemands avaient tous les avantages sur le terrain. Il y avait très peu de routes envisageables pour avancer vers le nord de l'Italie. Ils n'avaient pas besoin d'être nombreux pour bloquer efficacement les routes. Ils étaient en position stationnaire et ils attendaient notre arrivée. Les Canadiens mènent une lutte acharnée pendant près d'1 an, incluant des batailles féroces dans les rues d'Ortona. Le début de la campagne d'Italie fait près de 10 000 victimes canadiennes.
En mai 1944, les soldats canadiens traversent finalement les lignes Gustave et Adolf Hitler et font leur entrée dans la vallée du Liri, à 130 km au sud de Rome, la capitale italienne. La rivière Melfa est un des derniers obstacles de l'avancée vers Rome. Elle traverse la vallée du Liri à 15 km au-delà de la ligne Adolf Hitler. La rivière Melfa bloquait l'avancée des chars d'assaut vers Rome en coupant la vallée du Liri à angle droit. Les Canadiens reçoivent l'ordre de sécuriser la traversée de la rivière et d'ouvrir la route vers la Cité éternelle. Pour l'assaut sur la rivière Melfa, la 5e division blindée canadienne mobilise une force redoutable de plus de 4000 soldats, 24 chars légers et plus de 160 chars moyens Sherman. Le Sherman constitue le soutien principal de l'attaque canadienne. Le Sherman 5 est armé d'un canon à faible vitesse de 75 mm et protégé d'un blindage frontal de 51 mm qui ne fait malheureusement pas le poids devant les puissants canons de la plupart des chars allemands. De plus, le Sherman a un point faible qui peut s'avérer fatal. On l'appelait le bec Bunsen parce qu'il prenait feu rapidement. On perdait presque toujours les 5 hommes à bord quand le feu se propageait. À la rivière Melfa, les Sherman et leur équipage sont mis à rude épreuve. Le haut commandement allemand défend sa position avec ardeur. La rivière Melfa est la seule voie d'évasion possible pour l'évacuation des soldats allemands en provenance de la ligne Adolf Hitler. À la rivière Melfa, on assiste à une collision massive. D'un côté, la 26e Panzer Division, qui venait renforcer le front allemand, et de l'autre côté, les forces canadiennes qui tentaient de franchir la rivière avant que les Allemands ne la transforment en une nouvelle ligne de défense. Pour défendre la traversée de la rivière, les Allemands sont armés de 1000 soldats et plus de 30 chars d'assaut et canons d'assaut, incluant une douzaine de chars Panther. Le combat à la rivière Melfa commence le 24 mai 1944. Les Sherman des British Columbia Dragoons s'avancent vers la rivière à toute vitesse. Les chars ennemis sont descendus à notre rencontre. C'était leurs chars contre les nôtres. À la rivière Melfa, les Canadiens sont les premiers dans l'Ouest à combattre le redoutable char Panther. Le Panther a une masse totale de 45 tonnes et un blindage frontal incliné de 80 mm. Son canon à grande vitesse de 75 mm arrive facilement à percer le Sherman. On ignorait qu'ils avaient des Panthers en Italie. Ça nous a pris par surprise. Les Panthers étaient plus lents que nous, mais leur blindage était très résistant. Ils nous donnaient du fil à retordre, mais ils pouvaient prendre en feu si on les touchait au bon endroit. Avec de la chance, on arrivait à les neutraliser en visant précisément entre la tourelle et la caisse. C'était leur point faible. On était fiers quand on arrivait à faire exploser un char ennemi sans être touché. Mais avec tous les autres chars autour de nous, on n'avait pas le temps de s'arrêter pour célébrer notre victoire. J'en ai détruit quelques-uns. On était là pour ça. À la fin du combat, presque tous les chars d'assaut allemands sont détruits. Les forces canadiennes traversent la rivière Melfa. Avec la défaite des renforts allemands à la rivière Melfa, la défense de Rome devenait impossible. Le 1er juin, les Canadiens sont tout près de la Cité éternelle de Rome, le Grand Prix de la campagne d'Italie. On était à 50 km de Rome, et c'est là, à 1 heure de notre destination, qu'on nous a ordonné de nous arrêter.
Les Américains voulaient être les premiers à entrer dans Rome. Pourtant, ils n'avaient pas de quoi être si fiers. Les Allemands avaient déjà déserté la ville. Films taken by Italian anti-fascists show the evacuation of Rome. The streets were deserted as the Nazis left. Le 4 juin, les Américains font leur entrée dans Rome, mais leur coup de gloire ne fait pas long feu dans les manchettes. 2 jours plus tard, le 6 juin 1944, c'est le jour J. Les troupes alliées débarquent sur les plages de la Normandie et la lutte pour la France et le reste de l'Europe commence. Le succès de la campagne d'Italie est vite oublié. On a commencé le combat 11 mois avant le jour J, et pourtant toute l'attention était tournée vers les nouveaux arrivants en Normandie. On s'appelait les D-Day Dodgers, les déserteurs du jour J, parce qu'en combattant 11 mois avant eux, en Italie, on avait évité le débarquement de Normandie. Malgré le débarquement des Alliés en France, les Allemands s'acharnent à la défense de leur position en Italie. Les Canadiens sont sur le point d'expérimenter des batailles encore plus sanglantes. La bataille de la rivière Melfa est terminée et Rome aux mains des Alliés. Les Canadiens et les forces alliées continuent leur chemin vers le nord de la péninsule italienne, au cœur de la puissance industrielle et agricole du pays. Les chars d'assaut Sherman canadiens sont à la tête de l'avant-garde. Mais leur avancée ne sera pas facile. Les Allemands sont déterminés à défendre leur position dans le nord de l'Italie. Les régions du Nord sont le grenier de l'Italie. Ce centre industriel a été entièrement intégré à l'économie de guerre allemande. C'était essentiel pour eux de garder le contrôle de ce centre industriel et agricole pour mettre en œuvre la stratégie adoptée pour les années 1944 et 1945. À l'été 1944, les Allemands s'empressent de protéger la plaine du Pô avec la construction d'une nouvelle ligne de défense, l'impénétrable ligne gothique. Pour gagner le temps nécessaire à l'achèvement de la ligne gothique, le haut commandement allemand tente de retenir les Alliés à la ligne Trasimène. La ligne Trasimène est située à 160 km au nord de Rome. Les Canadiens tentent de franchir la ligne sur une étendue de 8 km entre les lacs Trasimène et Chiusi. Entre les deux lacs, les Allemands ont truffé le passage de centres de résistance et de positions de mitrailleuses sur 3 km. Les Allemands ont choisi cet endroit parce que les Alliés devaient absolument passer par les chemins vallonnés des collines à l'ouest du lac Trasimène pour atteindre la plaine du Pô. Le relief ondulant et les sommets élevés procurent aux Allemands le terrain idéal pour ralentir l'avancée des Alliés. Les Allemands étaient toujours positionnés plus haut que nous. Ils nous voyaient venir. Le 21 juin 1944, les chars d'assaut de l'Ontario Regiment ouvrent le feu en direction des panzers allemands. Il était sur une route enfoncée. Tout ce qu'on pouvait voir était sa tourelle et son canon près du sol. Mon char ne faisait pas le poids contre lui, c'était certain. S'il était arrivé à nous tirer dessus, il aurait facilement percé notre blindage. Il voulait sortir de son trou, probablement pour se rapprocher de nous. Il n'arrivait pas à sortir. Tant mieux, parce que je ne serais pas ici aujourd'hui. Je lui ai envoyé 2 ou 3 obus. Je pense que je l'ai touché. Pour le neutraliser complètement, il fallait que je vise son flanc. Leur blindage de flanc était moins efficace que leur blindage frontal épais et bien incliné. Mais il a eu le temps de disparaître dans la forêt. Je ne l'ai plus revu.
Après 2 jours de combat, les chars d'assaut de l'Ontario Regiment arrivent à traverser les défenses allemandes et continuent leur chemin vers le nord, le long de la rive du lac Trasimène. À 5 km à l'ouest, les chars d'assaut du régiment de Trois-Rivières attendent patiemment de s'engager dans la prochaine bataille. La bataille devait commencer à 7 heures du matin. Mais ils avaient oublié de nous avertir que l'heure du départ avait changé. On est allé prendre position, comme prévu, puis on s'est rendu compte qu'on était derrière les lignes ennemies. Les Allemands se rapprochaient de nous vers l'arrière, et ils nous ont finalement rattrapés. On se dirigeait droit devant avec le Major Johnson quand on a reçu un appel radio du capitaine Hunter. Il disait qu'il était attaqué par derrière. Johnson a dit « c'est impossible » et Hunter a répondu « je viens de perdre 7 chars ». Le Major Johnson était toujours en conversation avec Hunter quand son propre char a été touché. Entourés par les Allemands et privés du support de l'infanterie, les forces blindées canadiennes se préparent pour une longue bataille. On nous tirait dessus. On est entré dans un cratère de bombes et on a pris la position tourelle défilée. Le terrain était relativement plat. Du haut de la butte, on avait une bonne vue sur ce qui se passait autour. Le chef de char a aperçu un Panther. Il était à environ 500 mètres de nous. Pour un Panther ou un Tiger, c'était une courte distance. Leurs canons étaient plus longs. Ils avaient une portée de tir supérieure à la nôtre. On avait un obus à explosifs détonnant dans la culasse. J'ai dit, laissez-le là, je vais m'en servir comme balise. Mon rôle était de viser la cible et de tirer. Par chance, je l'ai touché. On ne peut pas neutraliser un Panther avec un Sherman. C'est impossible. Mais on a atteint l'anneau de la tourelle, juste sous le canon. Elle ne pouvait plus tourner. Après avoir immobilisé le Panther, ce qui reste du régiment de Trois-Rivières doit continuer de défendre sa position pendant plus de 7 heures jusqu'à l'arrivée des renforts. Quand on se lançait dans la bataille, on se croyait invincible. On pensait s'en sortir indemne, peu importe ce qui arriverait. Mais les pertes sont considérables. On a perdu 13 des 15 chars qui ont combattu ce jour-là. Notre régiment n'a jamais cédé 1 centimètre à l'ennemi. On a défendu notre position. On gagnait du terrain ou on restait immobile, mais on ne reculait jamais. La bataille du lac Trasimène est une des moins connues. Pourtant, c'est un des combats qui a occasionné le plus de pertes pour la première brigade blindée canadienne. Cette brigade était considérée comme la plus efficace et la mieux entraînée de toutes les forces alliées en Italie. Elle était essentielle lors de la bataille dans les collines à l'ouest du lac Trasimène. Les Allemands battent en retraite en direction nord, vers la ligne gothique, le dernier bastion allemand avant d'atteindre la plaine du Pô, le centre industriel de l'Italie. En une semaine, les Canadiens traversent la ligne Trasimène. Ils comptent maintenant parmi les troupes d'assaut.
Les Canadiens étaient au centre de toutes les attaques majeures des Alliés dans la campagne d'Italie. Les Allemands ont vite compris qu'ils n'avaient qu'à suivre les déplacements des forces canadiennes pour trouver les points d'assaut principaux des Alliés. Le feldmaréchal et commandant allemand en Italie, Albert Kesselring, surnommé Albert le Souriant, cherche à déterminer l'emplacement des soldats canadiens. Il est persuadé qu'en suivant leur déplacement, il saura à quel endroit exactement les Alliés ont l'intention de percer la ligne gothique. Août 1944. Les Canadiens savent que leurs déplacements sont observés de près par les Allemands. Ils se dirigent donc en secret vers le front Adriatique, en préparation à un assaut sur la ligne gothique. Le commandement allié voulait concentrer ses formations blindées les plus puissantes sur la partie la plus faible de la ligne gothique. Ils ont transféré secrètement la première division canadienne de l'autre côté des Apennins, derrière le fleuve Folia, pour éventuellement attaquer la ligne gothique près de cet endroit. De leur position près de Pérouse, les Canadiens traversent les montagnes sur 200 km pour rejoindre leur lieu de rassemblement le long de la côte adriatique. Le déplacement du corps canadien à travers les Apennins était une véritable prouesse technique. Les ingénieurs de la 5e division blindée canadienne devaient bâtir une route pour leurs chars d'assaut. Aujourd'hui, cette route est encore utilisée fréquemment pour le transport routier. Près de 11 000 véhicules, dont 650 chars d'assaut, traversent les montagnes. Pour l'assaut de la ligne gothique, les Canadiens sont équipés de 10 000 soldats et plus de 260 chars d'assaut Sherman. Et ils ont l'intention d'exploiter pleinement le point fort des Sherman. La manœuvrabilité était sans contredit le point fort du char d'assaut Sherman. Évidemment, il nous fallait aussi la mobilité. Le secteur adriatique de la ligne gothique était truffé de fossés anti-chars, de barrières fluviales, d'enchevêtrements de barbelés et de vastes champs de mines. Ce qui manque à cette section de la ligne, c'est un nombre adéquat de soldats allemands pour la protéger. Au matin du 31 août, les Allemands savaient d'où allait provenir l'assaut principal des Alliés. Les renforts allemands en provenance d'autres parties de l'Italie ont été rapidement dépêchés sur les lieux. Le quartier général canadien savait qu'il devait s'emparer des collines avant l'arrivée des renforts allemands. Les Canadiens doivent traverser la vallée du fleuve Folia pour atteindre les hauteurs de la côte 204, près du village de Tomba di Pesaro. Les Canadiens avaient compris que les hauteurs entourant Tomba di Pesaro étaient le seul moyen d'arriver à percer la ligne gothique. Les British Columbia Dragoons devaient s'emparer des collines en compagnie d'un bataillon d'infanterie, mais comme le bataillon n'était pas prêt, ils se sont rendus seuls. C'est une décision qui a coûté cher. Ils ont dû traverser un mur de canons anti-chars et de tirs d'artillerie. Même sans les renforts, les Allemands attendent les Canadiens de pied ferme. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils nous attendaient en position retranchée. Sur les collines environnantes, les canons anti-chars, les mitrailleuses, les mortiers et l'artillerie allemande essayaient de les immobiliser. Un grand nombre de chars ont été mis hors service. Certains étaient renversés le long des pentes ou abattus au sommet de la crête. Avant d'atteindre les lignes allemandes, les Sherman doivent traverser un champ de mines. Un de nos chars a roulé sur une mine qui a explosé. Les mines neutralisaient les chenilles. Le char devenait inutilisable. Les British Columbia Dragoons longeaient la crête en direction de la côte 204. Ils ont judicieusement utilisé leur environnement.
Il savait qu'il s'exposait au danger s'il roulait sur la crête elle-même. Alors, quand le contexte le permettait, il roulait du côté droit de la crête pour se protéger des canons allemands à l'ouest. Les canons anti-chars nous tiraient dessus des deux côtés. À certains endroits, c'était impossible de rouler à droite de la crête. Il devait traverser le sommet et c'est à ce moment-là qu'il perdait des chars aux mains des canons de 88 mm. Les canons de 88 mm étaient puissants et meurtriers. Certains chars sont arrivés à la côte 204. Un char Panther nous attendait. On a été touché une seule fois d'un coup oblique sur le flanc. Le bruit à l'intérieur était assourdissant. Il était juste devant nous. Quand il a vu qu'on était trois, il s'est retourné pour rebrousser chemin. Il n'est pas allé bien loin. Le chef de char a crié « Feu à volonté !» J'ai chargé un obus et le canonnier a tiré. Et un autre obus. On l'a atteint au flanc et sur la tourelle. En s'emparant de la côte 204, les Canadiens venaient d'entrouvrir la porte de la ligne gothique. Les Allemands battent en retraite. La ligne gothique, qu'on disait impénétrable, est maintenant percée. Après leur victoire à la ligne gothique, les Canadiens pensaient que la guerre contre l'Allemagne était terminée. Ils ont supposé que les Allemands se replieraient et abandonneraient l'Italie. Mais en fait, à ce moment précis, les renforts allemands arrivaient sur place pour refaire la ligne de front et empêcher les Alliés d'entrer dans la plaine du Pô. Ils formaient une nouvelle ligne autour d'un endroit appelé Coriano. Une bataille encore plus féroce était sur le point d'éclater. Septembre 1944. Les Alliés sont sur le point de faire une percée dans le nord de l'Italie. Ils entament une puissante poussée le long des plaines côtières adriatiques. Mais d'abord, pour dominer la côte, ils doivent arracher aux Allemands les collines près de la ville de Coriano. La ville de Coriano était nichée au sommet d'une crête que devaient franchir les Alliés pour se rendre à la plaine du Pô. Cette crête était idéale pour une position défensive. Le commandement allié croit que la crête de Coriano est vulnérable. Il pensait que ce serait facile de traverser Coriano. Mais Coriano est beaucoup mieux défendu qu'elle en a l'air. Les Allemands y ont envoyé leurs unités d'élite, incluant un adversaire que les Canadiens ont affronté à Ortona, la 1re division parachutiste. Pour nous, le pire ennemi était la division parachutiste. Ils n'abandonnaient jamais. J'ai entendu des prisonniers canadiens dire que les parachutistes étaient robustes. Ils nous trouvaient très difficiles à battre. On était en chemin, on venait tout juste de passer la crête de Pezzanigo quand ils ont commencé à faire pleuvoir les obus. J'étais observateur d'artillerie pour la 1re division parachutiste et j'avais 2 opérateurs radio avec moi. Tout à coup, on a entendu « Char, droit devant !» J'ai regardé et j'ai compté 50 chars en tout.
On a rapporté tout ça par radio. Et l'artillerie est arrivée en 10 minutes. Le convoi canadien est à découvert devant les tirs puissants des canons allemands. Quand les premiers chars ont pris feu, les autres ont rebroussé chemin. 2 chars du bataillon B du 8e hussards s'élancent vers le pied de la colline. Notre char et celui du major Kirsted sont arrivés en même temps. Les 2 chars se sont frottés. Il y avait une tranchée naturelle devant nous. On était piégés. On ne pouvait pas sortir de là. Les chars du bataillon B sont secourus par le bataillon A, situé sur la crête au-dessus d'eux. L'écran de fumée érigé par le bataillon A permet aux soldats du bataillon B d'abandonner leurs chars d'assaut et de fuir le danger. Dieu merci, on a réussi à atteindre notre ligne à pied. Tous les membres de l'équipe étaient sains et saufs. On a été très chanceux de s'en sortir vivants. Les Allemands arrivent à repousser l'attaque canadienne du 4 septembre. Ils n'ont pas réussi à traverser. Mais les dommages du côté allemand sont considérables. Malgré les pertes en hommes et en équipement, les Allemands reçoivent l'ordre de maintenir leur position. On ne faisait que notre devoir. On restait convaincus qu'on s'en sortirait vivant. Le 13 septembre, les Canadiens renouvellent leur attaque sur la crête de Coriano. Dans la deuxième bataille de Coriano, 15 Sherman canadiens se rendaient jusqu'au centre de la ville, persuadés que les Allemands avaient abandonné la crête. Ils ont vite compris que l'ennemi avait l'intention de conserver cette position, coûte que coûte. Les 15 Sherman sont tombés dans une embuscade. Ils étaient attendus par des Tigers, des Panzer IV et une infanterie. On a attendu qu'ils se rapprochent. On n'a pas tiré tout de suite. Quand ils ont été assez près, on a ouvert le feu. Les Sherman doivent maintenant combattre le char d'assaut le plus redouté de l'arsenal allemand, l'effroyable Tiger. Le Tiger de 57 tonnes est le joyau des Panzers allemands. Son blindage frontal de 100 mm est 2 fois plus épais que celui du Sherman. Et son canon de 88 mm est beaucoup plus puissant que le 75 mm du Sherman. Ils ont livré un violent combat rapproché sur la place publique. Ils encaissaient les coups. Ça a été pénible pour les Canadiens. Et pourtant, ils étaient beaucoup plus nombreux que nous. Ils ont dû remorquer leur char accidenté pour libérer une voie d'évasion. Les Sherman battent en retraite sous les bombardements violents. En périphérie du village, ils continuent à tirer sur les Allemands jusqu'à la fin de la journée. Le lendemain matin, ils lancent un second assaut. La 5e division s'est regroupée avant de revenir vers Coriano.
Entre-temps, les chars allemands avaient été détruits par l'artillerie canadienne. Après une journée et une nuit de combat sans merci, la crête de Coriano est enfin entre les mains des Canadiens. La plaine du Pô se dresse à l'horizon. Les soldats la surnomment la Terre promise. Après la bataille de Coriano, les Alliés arrivent enfin aux abords de la vaste plaine du Pô. Le terrain plat semble idéal pour les chars d'assaut. Les Canadiens sont finalement arrivés à la plaine du Pô. Pour la première fois depuis le début de la guerre, plusieurs d'entre eux étaient soulagés à l'idée de ne plus avoir à combattre un ennemi positionné en hauteur. Les soldats rêvaient de ce jour où ils allaient enfin voler la vedette aux Allemands et les forcer à se replier vers les Alpes. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Le combat acharné qu'ont mené les Allemands à Coriano avait un but bien précis. Ils attendaient le changement de saison. La pluie et le climat automnal allaient devenir le meilleur appui des Allemands à la défense de la plaine du Pô. Sous le climat sec de l'été, la plaine du Pô était un paradis pour les chars d'assaut. Mais les rivières et les canaux d'irrigation qui traversent la plaine en faisaient un cauchemar en automne. Sous les pluies abondantes de septembre et octobre 1944, la plaine du Pô s'est gorgée d'eau. Les Sherman de 33 tonnes qui tentaient de circuler en dehors des routes s'embourbaient instantanément jusqu'aux essieux. Les chars d'assaut n'étaient plus une option. On pensait que ce serait facile, mais ce ne fut pas le cas. La boue rend presque impossible la coordination d'un assaut blindé. Les Allemands se retranchent en position défensive et l'avancée des Alliés ralentit considérablement. Les deux adversaires attendent patiemment sous la pluie et dans la boue. Pendant 2 mois, la guerre est au point mort. Il faudra attendre jusqu'à la fin de 1944 avant de revoir les chars d'assaut à la tête d'une grande bataille. L'hiver italien est arrivé. Le sol gelé permet enfin aux chars de se déplacer. Leur prochaine tâche était de traverser la plaine du Pô et de chasser les Allemands qu'ils croyaient sur le point d'évacuer l'Italie. Mais les Allemands ont fermement l'intention de rester en Italie et de se battre pour chaque parcelle de terrain, y compris le renflement près de leur ligne de défense au sud du lac Comacchio. Les Allemands positionnés près du village de Sant'Alberto, sur la rive sud du lac Comacchio, sont une menace sérieuse pour le flanc droit des Alliés. Les Canadiens se préparent à éliminer cette menace. La mission des Canadiens à la bataille de Comacchio était de détruire les forces allemandes au sud du lac et de préparer le terrain pour la libération finale au printemps 1945. Le 2 janvier 1945, les chars d'assaut canadiens se lancent au combat. 2 régiments blindés de la 5e division canadienne ont été sélectionnés. Ils ont attendu une succession de nuits très froides pour s'assurer que le sol serait bien gelé. Ils savaient que les défenses anti-chars des Allemands ne couvraient que les routes, puisqu'aucun char n'avait pu sortir des voies de circulation dans les 3 mois précédents. Après quelques jours de gel au sol, le terrain était assez ferme pour supporter le poids des Sherman. Les Canadiens pouvaient enfin traverser la plaine. En plus du sol durci par le gel, les Sherman sont équipés de crampons de chenilles pour faciliter leur avancée. Les crampons élargissaient les chenilles du Sherman pour lui donner plus de traction. Les crampons sont attachés à l'extrémité des patins. Ils ajoutent plus de 10 cm à la largeur totale de la chenille, ce qui répartit le poids du char sur une plus grande surface et diminue les chances qu'il s'embourbe dans un sol mou ou qu'il passe au travers de la glace. En traversant le terrain gelé, les Canadiens tombent dans une embuscade allemande. Un groupe de canons anti-chars et de chars Panther lance une attaque contre le régiment.
Le chef de char, le sergent Daniel McCaskill, réagit rapidement. Il arrête son char et ouvre le feu en direction de l'ennemi. Pendant l'échange de feu entre lui et les Allemands, le reste du bataillon continue son avancée. À lui seul, le Sherman de McCaskill détruit 4 canons anti-chars et un Panther, sans être touché une seule fois. Les Sherman traversent la zone d'embuscade et continuent leur chemin jusqu'au lac Comacchio, laissant derrière eux la défense allemande en flammes. Les Canadiens perçaient toutes les lignes de défense sur leur chemin en direction du lac Comacchio. En s'emparant de Sant'Alberto, les Canadiens bloquent tout accès à la rive sud du lac Comacchio. Ils capturent plus de 600 soldats, en plus de tuer au moins 300 ennemis. Le lac Comacchio était la dernière grande bataille des Canadiens sur la péninsule italienne. L'Italie a été la plus longue campagne de la Seconde Guerre mondiale pour les forces canadiennes. Et c'était une grande réussite. Les Canadiens sont arrivés à stopper les meilleures formations de l'armée allemande. Notre mission n'était pas de gagner la guerre. C'était d'épuiser les forces de l'ennemi. Les Allemands ont dû retirer 30 à 40 divisions d'ailleurs en Europe pour les envoyer en Italie, sans compter toutes les pertes qu'on leur a infligées et qu'ils devaient remplacer à coups de renfort. Ils ont perdu beaucoup de chars d'assaut et de munitions contre nous. Ça diminuait leur force dans le reste de l'Europe. C'est à la campagne d'Italie que les régiments blindés les plus reconnus de l'histoire canadienne ont fait leurs preuves. Ils sont venus à bout du paysage italien et leurs nombreuses victoires figurent parmi les plus importantes pour les chars d'assaut canadiens de la Seconde Guerre mondiale. Chaque victoire canadienne était un pas de plus vers la libération de l'Italie. Pour plusieurs Italiens, le souvenir est encore présent aujourd'hui, particulièrement pour ceux qui habitent près de l'ancienne ligne gothique. Les Italiens de la région se souviennent que la victoire canadienne à la côte 204 a été la clé de la libération de l'occupation allemande. En l'honneur des soldats canadiens, les Italiens ont bâti un monument à la côte 204 avec leur propre argent et leur propre main-d'œuvre. À cet égard, c'est un monument unique en Europe. L'inscription se lit comme suit. C'est en ces lieux que les actes héroïques du premier corps canadien sont venus à bout des imposantes défenses allemandes. Plus de 1000 soldats ont donné leur vie pour la libération de l'Italie et pour la paix en Europe. Que ce témoignage serve d'avertissement aux générations futures. La ligne gothique n'était qu'une des batailles livrées par les Canadiens qui ont combattu 20 mois en Italie. Ils ont payé un lourd prix pour leur succès. Des 93 000 Canadiens déployés en Italie, plus de 20 000 ont été blessés et près de 6 000 sont morts. Ils étaient braves. On ne se pensait pas des héros. On était juste chanceux de s'en sortir vivants. Chaque année, je me rends au service commémoratif pour les 23 hommes de ma synagogue qui sont morts là-bas. Je suis chanceux d'être encore ici aujourd'hui. Tous les soldats de mon régiment sont morts. C'est triste quand on y pense. C'étaient des hommes exceptionnels et des soldats exceptionnels. Notre mission était simple. Empêcher les Allemands de dominer le monde entier. Et c'est ce qu'on a fait. C'était notre baptême de feu.